Je nuancerais votre propos par rapport à cette distinction entre vivre sa vie ou rêver ou la rêver. Parce que, et c'est d'ailleurs ce pourquoi dans l'épisode qu'on a fait avec Charles Pépin, que voilà, j'invite nos auditeurs à écouter si ce n'est pas encore fait, on démonte un peu l'instant présent, c'est que il y a une réalisation qui m'a interpellée quand je l'ai constatée. J'aime beaucoup Noël, j'aime beaucoup les fêtes de Noël. Et donc, en grandissant, j'ai toujours beaucoup préparé Noël. J'ai beaucoup, je me suis beaucoup projetée dans ce jour du 25 décembre. Et au final, le 25 décembre, en effet, je n'en tirais pas tout le bonheur que j'espérais en tirer. Mais au final, j'en tirais beaucoup plus dans la projection de cet événement, donc finalement dans son anticipation. Puis ensuite, dans les souvenirs de ce moment et de cette soirée, ce moment passé avec ma famille. C'est une forme d'imaginaire versus réel. Alors, le réel est en effet advenu, mais je trouve plus de confort, je crois, et plus de satisfaction dans l'idée que je m'en fais que dans le moment lui-même. Oui, mais ça, d'abord, c'est votre problème. Vous faites comme vous voulez. Moi, ça ne me dérange. Ça règle un peu la question. Ça ne me dérange en rien. Parce que si vous cherchez le type de pensée qui vous fait le plus plaisir, c'est pas la peine de philosopher. Pratiquez plutôt la méthode Coué. Tous les matins, vous dites devant la glace, je suis une femme formidable, chaque jour qui passe, je vais de mieux en mieux. Très bien, si ça vous aide à vivre, je ne vais pas vous le reprocher. Ça marchera sûrement mais pas. Mais ce n'est pas un idéal philosophique. L'idéal philosophique, c'est un idéal de vérité, de lucidité, d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis de soi-même. Et donc, je le dis très souvent, si le philosophe a le choix entre une vérité et un bonheur, il n'est philosophe qu'en tant qu'il choisit la vérité. Mieux vaut une vraie tristesse qu'une fausse joie. Alors, si vous préférez les fausses joies, continuez. Mais là, ce n'est pas de la philosophie. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je vous laisse... Mais en quoi les souvenirs sont des fausses joies ? Ah non, mais c'est autre chose. Je n'ai pas parlé des souvenirs. J'ai parlé... me rappeler de l'événement... Ça, c'est ce que j'appelle la gratitude. Mais c'est très bien. Mais ce n'est pas de l'imaginaire. Si vous vous rappelez de quelque chose que vous avez effectivement vécu. Ce n'est pas du tout la même chose de se rappeler de votre histoire d'amour heureuse fut-elle terminée que de rêver au prince charmant. C'est pas du tout la même chose. Dans un cas, vous vous souvenez d'un événement réel. Dans l'autre cas, vous fantasmez un événement non seulement irréel, mais en gros impossible. Vous savez, un jour, un journaliste me demandait quel type de femme vous préférez. Et je lui ai répondu, ça m'a surpris moi-même, mais en même temps, c'est vraiment ce que je ressentais et que je ressens toujours. Je lui ai répondu, le genre de femme que je préfère, c'est les femmes qui ne se font plus d'illusions sur les hommes et qui les aiment quand même. Autrement dit, il n'y a rien de plus angoissant pour moi et en même temps de plus coupe-désir que la femme qui cherche le prince charmant. D'ailleurs, moi, je le dis aux jeunes gens qui nous écoutent, aux jeunes hommes qui nous écoutent, si vous rencontrez une femme qui croit au prince charmant, vous partez en courant. Et je dis aux jeunes filles qui nous écoutent, si vous rencontrez un jeune garçon qui croit à la femme idéale, vous partez en courant. Ça ne peut que mal se terminer. Si à l'inverse, vous rencontrez une jeune fille qui ne se fait plus d'illusions sur les garçons, mais qui les aime quand même. Si vous rencontrez un jeune homme qui ne croit plus à la femme idéale, mais qui aime quand même les femmes, alors là, ça devient vraiment intéressant. Voilà, autrement dit, nous sommes séparés souvent du réel par l'idéal, par les rêves qu'on s'invente. Encore une fois, j'ai vu ça tristement chez ma pauvre mère. Et voilà, alors dans le texte que j'ai écrit sur ma mère, qui s'appelle « Maman », qu'on trouve dans mon tout dernier livre, qui s'appelle « La clé des chants et autres impromptus » au PUF, j'évoque l'expression qui m'a toujours, toujours, je n'en sais rien, mais qui depuis des années, à la fois m'agace et m'interpelle, « Va au bout de tes rêves ». C'est de platitude télévisuelle que tout le monde répète, comme c'était le fin mot de la sagesse. Écoutez... Moi, je crois que la seule façon d'aller vraiment au bout de ses rêves, c'est de se réveiller. Tout le reste, c'est s'enfermer dans l'illusion et donc se vouer soit à la déception, soit à une vie simplement rêvée. Et là, pour le coup, c'est passer à côté de sa vie réelle. Et donc, mon texte sur ma mère se termine par les mots que j'aurais dû lui dire à l'époque, mais j'étais évidemment hors d'état de le faire. Mais je lui dirais maintenant, va au bout de tes rêves, ma petite maman chérie. Réveille-toi. Si vous le permettez, c'est ce que je vous dirais à vous aussi. Allez au bout de vos rêves. Réveillez-vous. Continuez pas à rêver. Je ne sais pas si c'est le cas, on ne se connaît pas, mais à supposer, ne rêvez surtout pas au prince charmant. Mais allez au bout de vos rêves. Allez au bout des rencontres d'hommes que vous pouvez rencontrer, au bout du couple, au bout de l'amour physique, sentimental, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est le réel
qui est la voie. La seule voie, en tout cas la seule qui m'intéresse, c'est le réel. Mais je ne garantis pas qu'il rend forcément spontanément heureux. Mais voilà, mon pari philosophie, mais je crois que c'est essentiel à la philosophie, c'est qu'à tout prendre, la vérité m'intéresse plus que le bonheur. Encore une fois, mieux vaut une vraie tristesse qu'une fausse joie. Vous savez, à ma 2e année d'enseignement, donc j'étais prof à Landrecies, dans une toute petite ville du nord de la France. Le jour de la rentrée, donc vers le 8 ou le 15 septembre, je ne sais plus, j'arrive au lycée pour reprendre mon enseignement et je vois arriver un élève de l'année d'avant, qui avait donc été élève dans ma première année d'enseignement, et vient me saluer pour me remercier, pour me dire qu'il a eu le bac, qu'il a beaucoup apprécié mes cours. Bref, il me remercie. Alors je le remercie à mon tour. Il fait demi-tour et puis au bout de 2 ou 3 pas, il s'arrête, il se retourne, il me dit « Bon, cela dit, j'étais plus heureux avant. » Je n'y ai pas vu une objection. Le but d'un cours de philo, c'est pas que les élèves soient plus heureux en sortant qu'en entrant. Le but d'un cours de philo, c'est que les élèves soient un peu plus intelligents, un peu plus cultivés, un peu plus lucides, un peu mieux armés conceptuellement, pas forcément plus heureux. Alors j'espère que maintenant, ce jeune homme qui doit être un quinquagénaire maintenant, j'espère qu'il est plus heureux que je n'avais pas philosophé, mais en tout cas, j'espère qu'il est plus lucide, qu'il est davantage dans le réel que dans l'imaginaire ou dans l'illusoire. Ça n'interdit pas de se servir de l'imaginaire quand c'est de façon lucide. Vous lisez un roman, vous savez bien que c'est un roman. On est dans l'imaginaire. Ça n'empêche pas d'en jouir parce que vous lisez réellement un roman. Vos souvenirs, vous vous souvenez d'événements réels. Donc, il ne s'agit pas de ne vivre que dans le réel le plus plat, le plus immédiat. Non. Le bonheur, forcément, est un état d'âme, un état d'esprit, vous voyez. Mais un état d'esprit qui porte sur le réel, quand bien même le réel, ça serait une œuvre d'art, un roman, un film ou que sais-je, vous voyez. Mais et qui plus est, en plus, les romans et les films que j'aime, c'est justement ceux qui nous ramènent au réel, ceux qui nous aident à voir la vie comme elle est, plutôt que les romans qui nous aident à en rêver une autre. Vous savez, quelle différence y a-t-il entre La Recherche du temps perdu de Marcel Proust et les romans de la collection Harlequin ? La différence, c'est que La Recherche du temps perdu, c'est de la grande littérature sur de petites amours. C'est-à-dire sur des amours réels, comme elles sont. Les romans de la collection Harlequin, c'est de la petite littérature sur de grandes amours. Eh bien, j'aime mieux de la grande littérature sur de petites amours que de la petite littérature sur de grandes amours inventées, fantasmées, qui en vérité n'ont aucun intérêt, parce que comparer, La Recherche du temps perdu avec les romans de la collection Harlequin, qui tant est que cette collection existe, ce sont des souvenirs un peu anciens pour moi. En fait, ils ont un intérêt qui est de nous permettre de fuir de nos émotions d'une certaine manière. Voilà, ça permet de fuir. Et si vous croyez à la littérature qui permet de fuir, c'est ce que j'appelle la petite littérature. La grande littérature, c'est elle qui vous ramène au réel, qui vous apprend à voir la vie comme elle est, et si possible à l'aimer comme elle est, ce que Proust réussit merveilleusement. Parce qu'en un sens, Proust est un maître de sagesse, précisément, parce qu'il nous aide à voir la vie comme elle est et à l'aimer quand même. Je suis convaincue que le divertissement aujourd'hui, c'est un des plus gros fléaux de notre siècle, justement parce qu'il offre cette tentation ou cette récompense finalement très efficace. Ça nous apporte une forme de joie immédiate, mais qui n'est pas durable et qui ne nous apporte rien sur le long terme. Mais je l'oppose presque à la philosophie qui ne nous fait pas forcément plaisir sur le coup, mais qui nous sert, je pense, grandement sur le long terme. Donc comme on n'a pas tous la chance d'avoir pu faire des études de philosophie comme vous l'avez fait, je serais curieuse de savoir qui étiez-vous avant d'entrer à l'ENS et qui êtes-vous en sortant ? Qu'est-ce que ces années de philosophie vous ont appris, dont on pourrait bénéficier, nous autres qui sommes aujourd'hui réduits à être bombardés par du divertissement? Alors, d'abord, la vie est décevante, toujours, mais encore une fois, il faut l'aimer quand même. Ouais. Et d'autant plus qu'on accepte qu'elle soit décevante, donc il faut arrêter de lui reprocher d'être décevante. C'est notre faute si elle nous déçoit, c'est qu'on en attendait trop. Mais non seulement la vie est décevante, mais il n'y a rien de plus décevant que le NS. Parce que pour le coup, on en attend beaucoup. L'école normale supérieure, je peux dire pourquoi j'y suis entré. Quand j'avais moi, j'ai toujours voulu être écrivain. Déjà à 7-8 ans, je crois que je voulais être écrivain. Et a fortiori, adolescent. Et mon aumônier de lycée, Bernard Fayet, un jour me demande qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Je lui dis, je veux devenir écrivain. Il me répond immédiatement, alors il faut que tu fasses la Rudune.
École normale supérieure. Je ne savais pas du tout ce que c'était que l'école normale supérieure. Je n'avais jamais entendu l'expression la rudule, mais je me le suis mis dans la tête. Et donc, effectivement, j'ai préparé Normal Sup. En plus, j'ai eu la chance d'être reçu du premier coup. Et donc, vous arrivez dans cette école, donc à 20 ans en l'occurrence, vous y rêviez depuis l'âge de 15 ou 16 ans. Hein, donc, enfin, le bonheur va commencer. Évidemment, le bonheur, on n'est pas plus heureux à Normal Sup qu'ailleurs. On vit assez confortablement. Vous avez un salaire d'enseignant débutant, donc tout ça est fort agréable. Voilà, mais ça m'a déçu comme le reste. Alors, en plus, pour une part, par ma faute, parce que j'étais tellement pris par la politique, tellement militant. Alors, à l'époque, membre du Parti communiste, hein, parce que j'étais gauchiste en 68 pendant quelques semaines ou quelques mois, même plusieurs mois, mais j'ai compris assez vite qu'il n'y avait aucun espoir sérieux du côté du gauchisme, et donc j'ai fini par adhérer au Parti communiste. Et donc à l'époque, j'étais militant communiste, mais militant quasiment à plein temps. J'avais des responsabilités importantes à l'UEC, l'Union des étudiants communistes, et donc la politique faisait un peu écran, vous voyez, parce que je voyais essentiellement des camarades communistes, et quand je voyais les autres, au lieu de m'intéresser à leur vie intérieure, à leurs sentiments, à une forme d'intimité amicale, j'avais tendance à essayer de les convaincre. C'était un peu un militant, si vous voulez. Donc forcément, tout ça a été très décevant. Mais encore une fois, pour une part, c'est de ma faute. Pour une autre part, c'est de la faute de ce qu'était l'école normale supérieure à l'époque. C'était un lieu très intellectualiste et un peu snob. Un peu snob. On vivait beaucoup dans l'apparence, dans le semblant, l'ancien lié un peu à la jeunesse, peut-être spécialement à ce milieu-là. Je me souviens mon meilleur ami de l'époque m'avait dit un jour, citant Nietzsche, « Nous sommes superficiels par profondeur ». Il trouvait que c'était le fond du chic. Eh bien moi, plus ça allait, plus je voyais la superficialité et de moins en moins la profondeur. Et donc j'ai fini par prendre du champ. Au départ, j'étais interne à Normal Sup, puis pour la 4e année, je me suis externalisé, si j'ose dire, d'autant qu'à l'époque, les 3 premières années, je vivais en couple avec une jeune mathématicienne, elle-même normalienne, et que nous nous sommes séparés à la fin de la 3e année. Donc la 4e année, je suis redevenu célibataire, ou plutôt je suis devenu célibataire pour la première fois de ma vie, puisque j'avais quitté mes parents pour m'installer avec cette jeune fille, donc j'avais encore jamais vécu seul. Et ça, c'est une expérience importante et salutaire de me retrouver à 23 ans, agrégé de philo, donc ayant atteint ce qui devait être le bonheur, et constatant que le bonheur n'était pas là, évidemment, célibataire, enfin seul, mais à l'époque, sans être, mais à l'époque, je le vivais un peu difficilement, et commençant à écrire. Et ça a été une période très intense où j'écrivais tous les matins. C'était une grande période d'esthétisante, passionnée de peinture, de musique classique, de littérature. Je me citais une formule de Baudelaire dans ses notes intimes. Baudelaire écrivait, parlant à lui-même, « Il faut travailler, sinon par goût, du moins par désespoir. Tout compte fait, travailler est moins ennuyeux que s'amuser. » Ça, c'est le divertissement, s'amuser. Oui. Et donc, tous les matins, à 8 heures, j'étais à ma table de travail, j'écrivais de la littérature, de la philosophie, de moins en moins de littérature, de plus en plus de philosophie. Je lisais les admirables et bouleversantes lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Il faut dire aux jeunes gens qui nous regardent, qui nous écoutent, que c'est une lecture indispensable dans sa jeunesse. Hein. Plutôt que de se demander comment réussir sa vie, lisez plutôt les lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Hein. Voilà, et dans cette période très esthétisante de ma vie, et donc un peu elle aussi illusoire, il faudra aussi que je renonce à ces illusions sur l'art, mais au moins je sortais du parisianisme. Voilà, l'école normale supérieure, il y avait une part de ma faute, c'était la place que prenait le militantisme politique dans ma vie. Il y avait une part qui était la faute de l'école ou de l'époque, qui était un mélange de parisianisme et de snobisme. Voilà, aujourd'hui, je ne suis plus militant. Je n'ai rien contre le militantisme, hein, mais je n'ai pas envie de militer en ce moment. J'ai assez donné, je trouve. Qu'est-ce qui vous et puis, je ne vois pas où je pourrais militer. Mais j'exècre toujours, peut-être de plus en plus, et le parisianisme et le snobisme. Voilà. Et donc, pour moi, l'école supérieure, c'est un peu ça. C'est un peu ce avec quoi j'ai rompu, finalement.